dans un exposé présenté au Prix de la Recherche 2023, il y a donc exactement une année, il a été question de l'existence de situations historiques au cours desquelles le rôle de l'homme il est central dans la tournure des événements qui peuvent en suivre. Donc, durant ces conjectures, ce sont les hommes qui font la différence, et ceci au moyen d'une prise ou de plusieurs prises de décision. Il a été également question de l'existence d'une faille dans le processus de prise de décision et des conséquences que peut avoir cette faille dans le processus de prise de décision. Les conséquences pouvant justement être banales ou fatales, heureuses ou malheureuses, et ce, à des échelles différentes et dans des domaines très variés. Or, une faille dans le processus de prise de décision n'est pas ex nihil, bien au contraire. En général, elle est le produit d'interactions, justement, multiples et complexes. Si bien que je vous invite à réfléchir et à échanger autour de la problématique suivante. Quelles interactions à l'origine de la faille dans le processus de prise de décision? Maintenant, comme cette question, elle peut paraître floue et abstraite, effectivement elle l'est, eh bien, je vous invite à aller dans le domaine du précis et du concret, à savoir le domaine de la physique. Nous allons donc, ensuite, on essaiera de faire le pont entre l'histoire et la physique. Mais commençons par examiner une expérience historique qui a été faite en 1909 par Rutherford. Eh bien, dans cette expérience, Rutherford qui voulait explorer la matière, savoir de quoi est faite la matière, quelle est la structure de la matière, eh bien, il a interposé une fine feuille d'or entre une source de particules alpha, chargées donc positivement, et un écran fluorescent sur lequel il peut recueillir les impacts des particules alpha, et il pourra donc déterminer les trajectoires suivies par ces particules alpha. Alors, ce qu'il constate à son grand étonnement, c'est que, je vous laisse lire, il trouve ça complètement incroyable, eh bien, il constate que la plupart des particules alpha poursuivent leur chemin sans être inquiétées, donc ils poursuivent des trajectoires rectilignes. Cependant, très peu d'entre elles, de l'ordre de 1 particule sur 20 000, donc 5 particules sur 100 000, donc sont fortement déviées, c'est-à-dire à des angles dépassant les 90 degrés. Donc une particule qui va tout droit, elle va bifurquer d'un angle qui est plus grand que 90 degrés. Alors, lui, il s'intéresse justement à ces particules-là, surtout à celles qui rebondissent carrément. Donc elles dévient de 180 degrés. Elles font demi-tour, aller-retour. C'est un revirement radical. Il ne le comprend pas. Il s'intéresse à ces trajectoires-là. Alors, son étude, en fait, elle a 2 impacts. Un impact dans la forme, c'est-à-dire ces réflexions l'ont mené à poser le premier modèle scientifique moderne de la matière de l'atome, à savoir que la matière, elle est faite principalement de vide, qu'il existe un noyau, donc on a découvert le noyau, il n'existait pas auparavant, il existe un noyau chargé positivement au centre de l'atome et il est entouré par des électrons qui orbitent autour. Ça, c'est vite compris parce que la plupart des particules alpha vont transiter à travers, donc les trajectoires sont toutes ou presque droites, rectilignes. Le noyau chargé positivement, aussi bien qu'une particule comme alpha, chargée positivement quand elle passe près du noyau, elle va dévier. Le noyau
il concentre en lui pratiquement la quasi-totalité de la masse de l'atome, puisque les particules alpha qui le percutent frontalement, elles rebondissent dessus. Donc, c'est lui qui est le plus lourd. C'est un modèle qu'on appelle le modèle planétaire. Il est bien joli et tout. Cependant, il soulève beaucoup de questions. Et c'est là qu'on a le deuxième impact. Exemple, le noyau, il est formé de protons. C'est le même Rutherford qui a découvert l'existence des protons. S'il existe des charges positives, elles devraient se repousser d'après la force coulombienne. Et donc, qu'est-ce qui fait que le noyau n'éclate pas? Il devrait éclater sous l'effet de la force très intense, en fait, électromagnétique. Alors, là, la recherche en physique, elle a donné donc l'interaction forte, une sorte de colle qui assure la cohésion du noyau. Mais d'autre part, on a découvert qu'il y a des noyaux qui sont instables. Et donc, comment l'expliquer? Il y a des noyaux qui sont radioactifs, ils sont émetteurs de β- et de β+. Donc, cette interaction forte qui devrait assurer la cohésion, comment elle explique la non-cohésion à présent, l'instabilité du noyau. De nouveau, de fil en aiguille, on a découvert l'existence d'une interaction faible au sein du noyau, au sein même des nucléons. Donc, ces deux interactions, c'est des actions intérieures à mon système, à savoir le noyau en l'occurrence. Et cette interaction, elle explique comment, par échange de bosons, un proton peut se transformer en neutron, un neutron en proton, et émettre ainsi des β- et β+. Donc, vous constatez que, en ajoutant ces deux nouvelles interactions intérieures aux deux anciennes interactions déjà connues, à savoir la gravitationnelle depuis le XVIIe siècle par Newton et l'interaction électromagnétique par Maxwell au XIXe, plus ou moins fin XIXe siècle, eh bien, on obtient un catalogue complet des interactions fondamentales qui expliquent la cohésion de la matière depuis l'échelle de l'infiniment petit, donc depuis le noyau et ses constituants, en passant par l'atome, les molécules, notre échelle humaine, jusqu'à l'échelle de l'infiniment grand. Bien. Alors, ce qui m'intéresse de tout ceci, ce n'est pas la physique du problème, mais c'est plutôt cette constatation. C'est que l'étude des rares trajectoires, d'un petit nombre de trajectoires qui présentent une bifurcation, n'est-ce pas, qui ne sont pas des trajectoires rectilignes, eh bien, cette étude s'est avérée très fructueuse et c'est par cette porte qu'on est entré pour découvrir les interactions qui expliquent cette structure de la matière. Voilà. Maintenant, il s'agit de voir comment on peut faire le pont, comment je peux bénéficier du travail de Rutherford en physique, comment je peux le transposer en histoire. Une fois n'est pas coutume, cette fois-ci, c'est l'histoire qui va s'inspirer de la physique. Et donc, pour cela, si je remplace les particules alpha par ce que j'appelle des unités humaines, qu'est-ce que j'entends par unité humaine? Eh bien, une unité humaine, ça peut être un individu, un groupe d'individus, une famille, une société, une entreprise, un pays, etc. Bien, si je remplace les particules alpha par des unités humaines de votre choix, et vous suivez leur évolution dans le temps, donc ce que j'appelle leur trajectoire, vous allez constater que la plupart des trajectoires, elles sont rectilignes, et que très peu de trajectoires présentent une forte déviation. À titre d'exemple, eh bien, prenez le cas de la Suisse. Depuis le congrès de Vienne en 1815 jusqu'à nos jours, eh bien, la Suisse est un des pays les plus stables, comme vous le savez, et qui présente une trajectoire rectiligne, à part quelques petites perturbations autour de 1848, mais complètement négligeables par rapport au cours général de l'histoire. Si je prends l'exemple de la France, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours, la trajectoire de la France est également assez rectiligne.
Bien entendu, il y a eu le passage de la 4e à la 5e République, il y a eu l'élection de Mitterrand en 1981. Ok, mais ce n'est pas énorme par rapport au cours général de l'histoire. On peut citer plein d'autres exemples, pratiquement tous les pays de l'Europe occidentale. D'accord? Cependant, ces trajectoires rectilignes, bien que complètement majoritaires, eh bien, elles ne sont pas les seules. Et on constate qu'il existe des trajectoires à forte déviation, à forte déflexion. C'est des bifurcations très intéressantes. Je vais donner en vrac quelques exemples entre un mythique, historique, religieux, tout ce que vous voulez. Mes exemples, ils vont depuis le paradis d'Éden jusqu'à l'enfer actuel de Palestine, comme le titre de ma conférence l'indique. Je commence par Adam et Ève, qui sont deux êtres immortels, privilégiés parmi toutes les créatures, qui vivent au paradis, qui ont absolument tout ce qu'il faut pour mener une vie heureuse et ne jamais mourir. C'est vraiment le paradis, quoi. Alors, retour du bâton, on constate que, n'est-ce pas, comme mes particules alpha, eh bien, ces deux êtres sont voués à devenir des êtres mortels, à mener une vie de misère et à redevenir poussière. Vous imaginez ce qu'ils ont visé et puis où ils ont atterri. On passe à un deuxième exemple, celui de Caïn et Abel. Eh bien, à la naissance de Caïn, le fils aîné d'Adam et Ève, eh bien, tout laissait prédire un bel avenir. N'est-ce pas? Parce que déjà, c'était un cadeau du ciel. Et c'est ainsi que Ève a appelé son fils. Caïn, ça veut dire quelque chose comme offrande ou cadeau du ciel, de l'éternel. Et puis après, quand il a grandi, il a appris le métier de son papa, c'est-à-dire il labourait la terre, il cultivait la terre, etc. Or, encore une fois, demi-tour de l'histoire, ou bien du mythe, comme vous voulez, ça m'est égal ici, eh bien, on constate que Caïn, il a été maudit à errer et à être vagabond sur la terre durant toute sa vie. Troisième exemple, celui de Babylone. Alors, à Babylone, eh bien, les Babyloniens, ils ont voulu construire une ville dont le sommet atteindrait le ciel. Encore une fois, ce rêve d'atteindre le ciel, de devenir comme des dieux. Eh bien, et l'objectif de la construction de la ville était de ne plus jamais être séparés les uns des autres. Voilà. Encore une fois, retour du bâton, on constate qu'ils ont dû arrêter de construire leur ville et qu'ils ont été dispersés à la surface de la terre. Donc exactement l'inverse de ce qu'ils avaient visé, encore une fois. Là, on passe à des exemples plus réels et plus historiques. Je prends l'exemple de Spartacus. Vous savez, c'est ce gladiateur qui menait la révolte, la rébellion des esclaves à Padoue, près de Rome. Et puis, il a mené son armée servile, une armée de 100 000 hommes, 100 000 esclaves. Il a mené tout, donc, du centre de l'Italie vers le nord. Il leur restait à traverser les Alpes qui séparent le nord de l'Italie actuelle de l'Autriche actuelle pour être en dehors de l'Empire romain et recouvrer la liberté qu'ils ont cherchée durant toute leur vie. Cependant, ils choisissent de rebrousser chemin, c'est la décision fatale, ils rebroussent chemin. C'est ici que l'histoire a réellement, physiquement, rebroussé chemin avec eux, eh bien, pour finir par être massacrés jusqu'au dernier. Les 6000 derniers ont été crucifiés sur la Via Appia. Donc, encore une fois, l'objectif, on atteint exactement le diamétralement opposé. Je prends l'exemple de Kodak, donc c'est une entreprise, et puis vous savez, dans les années 80, dans les années 70 déjà, Kodak, elle a atteint réellement, dans le sens propre du terme, elle a atteint la Lune, puisque c'est elle qui filmait ce qui se passait sur la Lune dans l'émission Apollo. Kodak engagé environ 135 000 employés, l'équivalent du total des employés de Google et de Facebook réunis. Vous imaginez,
eh bien, Kodak, elle a dû faire banqueroute début 2012. Rien ne l'a prédestinée à ce sort-là. Encore mon dernier exemple, j'arrive à l'enfer actuel de Palestine. La Palestine, qui est le berceau des 3 religions monothéistes, on dit par ici, mais là-bas en Orient, on les appelle les 3 religions célestes. C'est un petit peu plus poétique, si vous voulez. Eh bien, dans ces 3 religions, on nous apprend à saluer, à dire bonjour par le mot paix. Que la paix soit sur vous. Dans les 3 langues, en hébreu, ça se dit shalom aleichem. En arabe, ça se dit assalamu alaykum pour les musulmans et assalamu alaikum pour les chrétiens. On a chaque fois ce mot de salam et de shalom. Or, qu'est-ce qu'on constate actuellement? Au lieu d'être un pays de paix, eh bien, retour du bâton encore une fois, et on se massacre comme on l'a jamais fait dans l'histoire. Et ce qui est curieux, c'est qu'on utilise les mêmes mots, les mêmes noms des livres sacrés de ces 3 religions pour se massacrer mutuellement. Vous constatez que l'opération du 7 octobre, elle s'appelle le déluge de l'Aqsa. On connaît l'importance de l'Aqsa pour les musulmans. Et dans la riposte israélienne, on a la fronde de David, ce système de missiles anti-missiles qui abat les missiles lancés sur l'État d'Israël. Voilà. Donc là, j'ai fini avec mes exemples dans la forme. Donc pour l'instant, je récapitule. On a dans la forme montré que les situations de l'expérience de Rutherford et notre expérience historique se ressemblent dans la forme. On va aller plus au fond et voir si je peux dégager des interactions qui m'expliquent la forme, qui m'expliquent pourquoi il y a ces retournements de bâton, ces demi-tours de l'histoire. Alors, je vais présenter 3 interactions fondamentales. Comme j'en ai 4 en physique, eh bien ici je vais en présenter 3. La première interaction fondamentale, je vais l'appeler interaction d'induction, si bien que la faille qui lui est associée, la faille dans le processus de prise de décision, la faille associée, je vais l'appeler une faille induite, et comme archétype, je considère l'histoire d'Adam et Ève et le passage du paradis à l'enfer. Donc, je l'appelle induite parce que vous savez que Adam et Ève n'ont pas choisi de leur propre tête de manger la pomme, soi-disant, et d'être chassés du paradis, mais ils ont été induits en erreur par le malin, par Satan, par le serpent, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'ils ont été induits en erreur, ils ont été leurrés, illusionnés, si on peut dire. Et on se souvient de ce que Satan leur a dit, vous deviendrez comme des dieux. C'est très tentant, on est d'accord. Voilà. Donc, la première interaction fondamentale, eh bien, c'est l'interaction d'induction. La faille, elle est induite. Voilà. On a donc la deuxième interaction que j'appelle interaction d'auto-induction. Et la faille associée, je l'appelle la faille auto-induite, la faille dans le processus de prise de décision. Et mon archétype sera cette fois-ci l'histoire de Caïn et Abel, parce que personne n'a induit Caïn en erreur, n'est-ce pas? La source du mal n'est plus en dehors de lui, elle est en lui. Elle est dans ses émotions négatives. On lit dans la Bible les mots de colère, n'est-ce pas? Il y a aussi de l'envie, de la jalousie, etc. Donc, cette fois-ci, la source du mal, elle est en nous. Et c'est en ce sens-là que c'est une interaction interne, n'est-ce pas? Et non plus externe, comme dans l'exemple d'avant. On peut donner des exemples aussi au niveau des émotions négatives. Eh bien, si vous prenez l'exemple des 2 frères ennemis actuellement, l'Ukraine et la Russie,
Bon, ce ne sont pas vraiment deux frères, c'est plus la mère et sa fille, parce que vous connaissez l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. La Russie, c'était la Russe de Kiev, la capitale était Kiev, avant de partir vers Moscou au XIIIe siècle. Donc, il y a, en plus à cela, s'ajoute par exemple la famine que Staline il a provoquée et qui a causé la mort de grosso modo 5 millions d'Ukrainiens, etc. Donc il y a un passé très lourd. Et c'est typiquement une guerre des émotions plus qu'autre chose. Voilà, ça c'est un exemple concret. On peut passer à la troisième interaction et que j'appelle une interaction réflexive. C'est une sorte de mixture d'interaction intérieure et extérieure, dans la mesure où c'est l'être humain qui crée un produit, donc ça vient de l'intérieur, il crée un produit, en l'occurrence la technique. Dans un deuxième temps, c'est la technique qui exerce son influence sur l'être humain. C'est en ce sens-là que c'est réflexif. Et notre archétype pour ce genre d'interaction, c'est l'histoire de Babylone. Et on voit dans le texte, voilà, si vous arrivez à lire, « Fabriquons des briques et des mortiers, etc. » Les Babyloniens, ils ont acquis la technique. C'est eux qui ont produit ces outils. Et avec ces outils, ils ont eu l'illusion. Maintenant, c'est la technique qui les influence. C'est la technique qui les leur. Et ils se sont crus capables d'atteindre le ciel, d'atteindre le domaine des dieux et d'être en sécurité pour l'éternité. Or, ce n'est pas du tout cela qui s'est produit. La technique les a leurrés. Donc l'interaction homme-technique, en l'occurrence, elle était néfaste. On peut donner des exemples concrets, actuels, réels. Eh bien, l'interaction homme-technique, on le dit depuis longtemps, il y a eu la bombe atomique, qu'il faut appeler bombe nucléaire. Il y a eu, par exemple, la pollution, le réchauffement climatique, qui constituent de véritables dangers pour l'humanité. Mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse davantage, c'est quelque chose de plus sournois, je dirais. Eh bien, vous savez qu'avec la technique, eh bien, la technique isole. La technologie moderne, elle isole. Et par exemple, au Japon actuellement, les enfants ne sortent plus parce qu'ils sont tout le temps devant leur portable, devant leur écran, si bien que l'État japonais a décidé d'allouer une somme de 450 € pour les familles qui incitent leurs enfants à sortir de chez eux, à faire des activités en dehors de la maison. Parce que finalement, vivre dans un monde virtuel ne nous aide pas à se perpétuer et à ce que l'espèce humaine continue sa trajectoire, au contraire. Et donc, ici, la technique, la technologie, elle nous isole et à plus ou moins long terme, eh bien, elle menace l'humanité. Voilà, on ne peut pas vivre dans un monde virtuel et faire du bien à notre monde réel. Si je prends encore, je reviens à l'exemple de la Palestine, eh bien, l'interaction avec la technique, elle est très néfaste dans ce cas aussi. L'armée israélienne, qui est une des armées les plus performantes au monde, elle possède des Merkava, des avions F-35, toute la technologie, des drones, des missiles antimissiles, de l'IA qu'elle utilise à fond en fait, qui lui permet de traquer ses ennemis, de les assassiner, etc. Mais je pense que c'est une illusion. À mon avis, c'est complètement illusoire. Avec cela, Israël ne peut pas assurer sa sécurité et la sécurité de ses citoyens. Elle ne peut pas garantir la paix future. De même, du côté palestinien et libanais, qui croient, enfin pas eux, mais le Hamas et le Hezbollah, qui croient qu'avec leurs tunnels
qui ont coûté des centaines de millions de dollars, avec leurs dizaines de milliers de missiles, qu'ils peuvent, avec cette technique, qu'ils peuvent venir à bout d'Israël et en finir en 10 minutes, d'après ce qu'ils disaient, n'est-ce pas? Il suffit d'appuyer sur le bouton, en 10 minutes, Israël, c'est loin. C'est encore une fois, c'est un espoir illusoire. Ici, c'est la technique qui nous induit en erreur. Voilà, ça c'est pour résumer les 3 interactions. Encore une fois, c'est ce petit nombre de trajectoires qui ne sont pas la règle. À mon avis, il est très fructueux de les examiner, de les regarder de près, afin de mieux comprendre la structure générale de l'histoire. Voilà, j'arrête ici et j'attends vos questions. Merci.